Notre genre ne devrait pas influencer notre choix de carrière. C'est pourtant une réalité à laquelle nous avons toujours été confrontés. Bien que de plus en plus de femmes occupent des postes dans des domaines qui étaient historiquement dominés par les hommes, elles restent malheureusement sous-représentées dans les domaines liés aux sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Selon Statistique Canada, les femmes représentent 23% des Canadiens travaillant dans les domaines liés aux sciences et aux technologies. La perception dont les femmes pensent réussir en recherche doit changer. Une manière de réduire ces obstacles qui n'auraient jamais dû exister au départ est d'augmenter la visibilité des femmes qui performent dans le domaine des sciences et technologies. C'est pour cette raison que le Comité intersectoriel en santé durable de l'Université du Québec à Chicoutimi, en collaboration avec MaTV, a pris l'initiative de vous présenter le portrait de chercheuses de l'UQAC. 30% des chercheurs à travers le monde sont des femmes et nous avons la chance d'en accueillir 5 pour cette 3e saison du projet Lumière sur les femmes en sciences qui vont venir vous parler de leur parcours inspirant. Bonne écoute! Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous vous présenterons le parcours de 2 femmes scientifiques inspirantes, soit Brigid L.M. Hogan et Gertie Teresa Corrie. Mais tout d'abord, nous vous présenterons une entrevue avec la chercheuse Marie-Claude Saint-Saëns. Bonjour Marie-Claude, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Commence par une petite présentation. Tu peux nous présenter ton parcours académique, ce que tu fais. Oui, en fait, je vais commencer par le cégep. En fait, j'ai fait mon cégep en sciences de la nature. Ensuite, j'ai fait un baccalauréat en biochimie à l'Université de Montréal. J'ai fait ma maîtrise puis mon doctorat aussi à Montréal dans les programmes de biologie moléculaire. Par la suite, j'ai fait des études postdoctorales à l'Institut de recherche de l'hôpital d'Ottawa. Puis finalement, depuis 2 ans, je suis professeure à l'INRS au sein de l'unité mixte de recherche INRS-UQAC. Donc, nos laboratoires, nos équipes sont ici au Saguenay. Puis ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui. Quelles sont vos motivations? Qu'est-ce qui vous motive à choisir une carrière en recherche et plus particulièrement en biologie cellulaire et moléculaire? En fait, moi, j'ai toujours été une première de classe. Tu sais, pas juste au primaire, au secondaire, mais même au cégep, à l'université. Donc, ça a toujours été quand même assez facile pour moi d'aller à l'école. Puis, tu sais, une solution qui s'offrait à moi, c'était d'aller en médecine, puis tout le monde s'attendait que j'aille en médecine, mais moi, ça me disait rien, tu sais. Je me voyais pas faire une carrière là-dedans pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que, tu sais, je suis une personne qui est plutôt timide, plutôt introvertie. Donc, je me voyais pas avoir un travail où je devais entrer en relation avec des nouvelles personnes à tous les jours. Une autre chose, c'est que, tu sais, je suis très exigeante envers moi-même. Je me donne pas facilement le droit à l'erreur. Donc, pour toutes ces raisons-là, je trouvais que des programmes comme la médecine, c'était pas nécessairement pour moi. Puis tu sais, c'est correct de se connaître assez pour savoir qu'on sera pas heureuse dans une carrière ou dans une autre. Mais ceci dit, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire dans la vie. Puis je me disais, tu sais, j'aime la bio, j'aime la chimie. Il y a un programme à l'Université de Montréal qui s'appelle biochimie. Donc, je peux pas être malheureuse. Donc, je vais l'essayer puis on verra où ça me mène. Puis en fait, dès la première année du programme de biochimie, j'ai su que j'étais à ma place, j'ai su que c'était pour moi, que j'adorais ça. J'ai su aussi que je voulais avoir un jour mon propre laboratoire de recherche puis ma propre équipe. Donc c'est un peu comme ça que ça a découlé. Tu peux nous parler un peu de votre philosophie ou vos objectifs de recherche? Qu'est-ce que vous voulez apporter au domaine de la recherche scientifique? Oui, en fait, je me suis longuement intéressée à l'étude des cellules souches. Donc, dans ma maîtrise puis dans mon doctorat, j'étudiais les cellules souches hématopoïétiques, qui sont les cellules souches sanguines, à l'origine des cellules sanguines. Puis ensuite, pendant mon post-doctorat, j'ai étudié les cellules souches musculaires. Donc, l'étude des cellules souches, ça a différentes applications, mais une application importante, en fait, c'est en médecine régénérative. C'est-à-dire qu'on stimule le tissu à se régénérer puis à se réparer, en fait, avec les cellules endogènes du patient. Donc ça se fait beaucoup, disons, avec des maladies comme la leucémie, par exemple. Mais pour tout ce qui est de maladies neuromusculaires, ça se fait beaucoup moins. On en est encore au balbutiement. Donc moi, c'est là que j'aimerais apporter ma contribution, en fait, à mieux comprendre les cellules souches musculaires, puis comment elles peuvent être manipulées, en fait, pour accélérer la régénération musculaire ou réparer les tissus endommagés dans des cas de maladies, par exemple. Vous avez choisi la région du Saguenay pour une raison spécifique ou c'était juste comme ça? Oui, en fait,
c'est juste comme ça, dans le sens que c'est un peu un hasard qui m'a amené ici, mais c'est intéressant comme question parce que quand je faisais mon postdoctorat à Ottawa, tout au long de mon parcours, on étudiait les cellules souches musculaires dans l'optique de guérir la dystrophie musculaire de Duchenne. Puis la dystrophie de Duchenne, ben c'est une maladie rare qui est terrible, qui touche les enfants, puis pour lesquels il n'y a pas beaucoup de traitement. Mais en même temps, presque toutes les équipes qui étudient les cellules souches musculaires se concentrent sur la dystrophie de Duchenne. Puis moi, je me disais dans ma tête, ben ça a pas de bon sens que je suis en train de développer une expertise en maladies neuromusculaires, puis que je vais pas mettre ça à contribution pour les maladies qui sont plus prévalentes dans mon pays, dans ma région, au Québec. Et puis, ben, quand le poste au Saguenay s'est ouvert, ben, j'ai vu une opportunité d'aller au cœur, en fait, de la région qui est la plus affectée par les maladies neuromusculaires rares. Puis c'est comme ça que je souhaite apporter ma contribution. Tu avais parlé du travail du labo. C'est quoi exactement une chercheure? Vous faites quoi exactement? Est-ce que c'est juste planqué devant un PC ou du labo? C'est quoi exactement? Je dirais que ça dépend du stade de carrière. Je dirais qu'à la maîtrise, au doctorat, c'est surtout du travail bibliographique, donc de lire beaucoup d'articles scientifiques, de faire des recherches dans la littérature et beaucoup de travail au laboratoire, surtout du travail au laboratoire. Donc, c'est de faire des expériences, d'analyser les résultats, de repenser à nos hypothèses, de mettre nos hypothèses dans un contexte avec ce qui est déjà connu, ce qui est déjà publié. Après, au post-doctorat, ben là, c'est une transition entre être étudiant puis être chercheur. Donc là, il y a beaucoup plus d'autonomie dans les projets de recherche, puis il y a beaucoup plus d'activités de supervision d'étudiants. Donc des fois, on a une petite équipe avec 2-3 étudiants qu'on supervise, qui travaillent toujours dans un même projet, dans une même idée. Donc c'est un peu plus d'apprendre les valeurs de gestion, mais encore là, c'est beaucoup de travail au laboratoire. Et soudain, tu as un poste de professeur et tu fais presque plus de laboratoire. Donc ça, c'est vraiment un choc. Moi, ça me manque beaucoup, en fait, en tant que jeune chercheur, ça me manque beaucoup de travailler au laboratoire puis d'avoir le temps, en fait, de réaliser des expériences pour les projets de recherche. Mais je transitionne vers un autre type d'activité de recherche, c'est-à-dire que je parle beaucoup aux étudiants, j'entraîne les étudiants à faire leur propre projet de recherche, à devenir autonomes, à analyser leurs résultats comme il faut, à faire le design expérimental pour que les expériences n'aient pas besoin d'être répétées parce qu'il manquait un détail. C'est beaucoup de travail à l'ordinateur, énormément. C'est beaucoup d'écrire des demandes de subventions, en fait, pour financer aussi les recherches. Aider les étudiants à compléter des demandes de bourse, écrire des publications de recherche. Donc, de plus en plus, c'est du travail à l'ordinateur et de moins en moins le labo. Je suis pas certaine que ça me plaît encore, mais bon, pour l'instant, mon travail me plaît énormément, mais le laboratoire me manque. Oui. Est-ce qu'il y a une différence entre faire de la recherche dans de grands centres, grandes villes, et des régions comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean? Oui, oui, il y a des différences. Je dirais que, ben déjà moi, quand j'ai vu le poste au Saguenay, je savais même pas qu'il y avait des laboratoires de biologie moléculaire et cellulaire au Saguenay. C'était un secret bien gardé. Donc, il se fait de la recherche, mais je dirais qu'on n'a pas la force du nombre, c'est-à-dire que c'est pas des grosses équipes. Donc, il y a pas beaucoup de laboratoires de recherche. Par exemple, moi, s'il me manque un réactif pour faire mes recherches, ben j'ai pas d'option. J'ai pas un voisin à qui je peux aller cogner pour emprunter des réactifs très, très spécifiques qu'on pourrait trouver partout dans des instituts plus performants. Ça, c'est une des choses. L'autre chose, c'est que, disons que j'ai un peu moins de retour sur mes projets de recherche. Donc, tu sais, mes étudiants ont un peu moins l'occasion de se faire évaluer par les pairs, de présenter leurs travaux dans des conférences spécialisées. Tu sais, ça pourrait être des choses qui seraient plus possibles puis plus faciles dans les grands centres, en fait, d'avoir la chance d'avoir beaucoup de rétroaction sur les aspects plus techniques, plus pointus. Ceci dit, il y a d'autres avantages à être ici au Saguenay. Un des avantages, c'est d'être ouvert justement à des aspects très multidisciplinaires, multisectoriels, de sortir un peu de notre zone de confort. Puis moi, c'est quelque chose où j'ai pas été très confrontée à ça pendant mon parcours. Donc, d'essayer d'expliquer mes recherches à quelqu'un qui sait pas c'est quoi de l'ADN, c'est très difficile, en fait. Puis c'est beaucoup plus difficile que ce à quoi on s'attendrait. Et puis de trouver des façons de travailler en équipe avec des gens qui comprennent pas nécessairement ce qu'on fait, mais on doit tout de même l'expliquer dans des mots qui sont faciles à comprendre. Puis ça c'est un défi très stimulant.
Puis je pense que c'est vers ça, c'est ça la force en fait de la recherche en région, c'est de s'allier avec des gens avec qui on s'allierait pas si on était dans des grands centres. Donc de travailler, il y a beaucoup de travail d'équipe, il y a beaucoup de collaboration, il y a beaucoup de travail multidisciplinaire. Puis on a une proximité avec la clinique, avec les patients qui est inégalée. Tu sais, moi, en tant que jeune chercheur, si j'allais à Montréal, il y a personne qui voudrait me faire rencontrer des patients atteints de dystrophie ou qui voudrait me donner accès à des échantillons biologiques, alors qu'ici, au Saguenay, ben c'est possible, puis c'est même valorisé. Donc ça, je pense que c'est vraiment un bénéfice de faire de la recherche en région. Bridget Ellen Morgan, née en 1943 à Dunham, au Royaume-Uni, est une biologiste du développement. Elle est née dans une famille dont les parents étaient tous les deux des artistes. Malheureusement, son père est décédé peu de temps après sa naissance, laissant sa femme et ses 2 enfants. Son intérêt pour l'étude de la biologie lui a été inspiré par sa grand-mère, qui lui montrait comment jardiner lorsqu'elle était plus jeune. Ayant été élevée dans un milieu artistique, elle a développé un amour pour les éléments visuels. Elle a fait la totalité de son école secondaire à l'école pour filles de High Wycombe, où elle excellait en biologie, mais présentait des difficultés dans des sujets tels que l'histoire et le latin. Elle a fortement été influencée par ses professeurs de chimie et de biologie, qui leur présentaient des concepts tels que la biologie moléculaire. Après l'école secondaire, Bridget Ellen Morgan a été admise au Newnham College, l'université exclusivement féminine de Cambridge, où son genre a entraîné des comportements négatifs de la part d'enseignants masculins. Elle est retournée au Royaume-Uni en 1974 afin de débuter ses travaux sur les cellules souches embryonnaires de souris au Mill Hill Labs de l'Imperial Cancer Research Fund à Londres. Elle a par la suite été recrutée au centre médical de l'université Vanderbilt en 1988, où elle a été professeure de biologie cellulaire ainsi que titulaire de la chaire Hortense B. Ingram d'oncologie moléculaire et cofondatrice du programme de cellules souches et d'organogénèse. De 1993 à 2002, elle a été simultanément chercheuse au Howard Hughes Medical Institute. Elle a quitté Vanderbilt en 2002 afin de devenir la première directrice à diriger le département de biologie cellulaire du Duke University Medical Center. Elle a conservé son poste de directrice de 2002 à 2018 et elle continue encore aujourd'hui à jouer un rôle actif dans le département de biologie cellulaire dans le programme de formation sur les cellules de développement et de cellules souches. Bridget Ellen Morgan a été une pionnière dans le développement des techniques d'exploration moléculaire et génétique du développement embryonnaire et de la structuration chez la souris. Plus récemment, son laboratoire a étudié les processus de morphogénèse ramifiée qui mènent au développement des voies respiratoires. Elle espère ainsi mieux comprendre le développement cellulaire qui mène parfois à la présence de certaines maladies, telles que la maladie pulmonaire obstructive chronique, la mucoviscidose, l'asthme chronique et la fibrose pulmonaire. Bridget est également une défenseuse de l'utilisation des cellules souches embryonnaires dans la recherche et a contribué à la rédaction du rapport précurseur de 1994 du panel de recherche sur les embryons humains des Instituts nationaux de la santé aux États-Unis. Et durant ce parcours académique, quels sont les majeurs défis que tu as rencontrés en tant que femme et étudiante? Oui, ben en tant que femme, je dirais que j'ai rencontré certains défis, mais qu'on rencontre un peu partout ailleurs. C'est-à-dire, tu sais, je pense que il y a toujours des gens qui pensent que les hommes puis les femmes ont pas les mêmes capacités ou sont pas capables de faire exactement les mêmes choses. Ça existe des hommes qui ont de la difficulté à supporter qu'une femme soit en position d'autorité par rapport à eux. Donc oui, j'ai été confrontée à ça pendant mon parcours, mais je dirais pas que c'est quelque chose qui est plus fréquent dans mon domaine qu'ailleurs. Tu sais, je pense qu'il y en a partout, puis je pense que c'est quelque chose qui tend à disparaître aussi. Ceci dit, une des choses auxquelles j'ai été confrontée, c'est pas nécessairement du fait d'être femme, mais plutôt du fait d'être mère. Parce que, en fait, dans le domaine scientifique, ben c'est un domaine qui est très compétitif. Donc, tu dois travailler fort, des longues heures, puis c'est plus ou moins compatible avec une vie familiale. Donc, je dirais que c'est plus dans ce sens-là que j'ai été pénalisée. Puis de plus en plus, ça aussi, c'est en voie d'être réglé ou d'apporter des solutions. Par exemple, les organismes subventionnaires maintenant permettent de déclarer en fait des congés de maternité ou bien des interruptions de parcours, puis c'est considéré dans l'obtention de bourses, de promotions, de subventions de recherche. Mais ceci dit, ce que j'aurais envie de dire, c'est que être mère, ça se limite pas à un congé de maternité de 6 mois. Hein? Donc, il y a des rendez-vous chez le médecin, chez le dentiste, chez l'optométriste, des spectacles de danse. Donc, tout ça, c'est difficile à quantifier, mais c'est certain que ça pénalise les gens qui ont des enfants par rapport à ceux qui en ont pas. Puis ça, c'est pas nécessairement unique au domaine scientifique, mais je dirais que c'est plutôt accentué dans des domaines qui sont très compétitifs. C'est génial que tu as
abordé le côté de maternité. T'es une mère de 3 enfants. Et là, quand on voit une mère de 3 enfants exceller dans son domaine, tu peux nous dire la recette magique ou c'est quoi? Ben, je cacherai pas que ça a été très difficile. Je pourrais pas dire qu'il y a une recette magique que j'ai appliquée puis pouf, j'ai eu du succès. En fait, je savais dès le départ que ça allait être difficile. Tu sais, on m'avait averti en fait que je pouvais pas avoir une carrière scientifique tout en ayant des enfants. Puis moi, ben j'ai refusé de croire ça. Parce que je me disais, on est en 2000, 2010, 2020, c'est pas vrai que tu peux pas avoir une carrière en recherche puis aussi avoir une vie familiale, ça fait pas de sens. Puis moi, ben j'avais envie des deux en fait. Mais ceci dit, c'est pas facile. Puis il faut développer des outils puis établir ses priorités. Donc moi, comment j'ai réussi en fait, c'est que j'étais très 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 organisée puis très très efficace au travail. Donc quand j'arrivais le matin, je savais exactement ce que j'avais à faire, dans quel ordre, combien de temps ça me prendrait, combien d'expériences je pouvais imbriquer les unes dans les autres pour être aussi efficace que mes collègues qui finissaient à 19h, parce que moi, je partais à 16h30, j'avais la garderie. Donc, c'était d'être très, très organisé, mais en même temps, tu peux pas être très organisé puis très efficace dans toutes les sphères de ta vie comme ça. Tu sais, la perfection, ça existe pas, puis sinon, c'est ta santé mentale qui en prend un coup. Donc, autant que j'étais très, très efficace puis très organisée à mon travail, ben il y a d'autres sphères de ma vie où je l'étais pas du tout. Tu sais, ma maison, elle est en désordre depuis que j'ai des enfants, puis je vois pas le jour où ça va être réglé. Tu sais, les devoirs, ils sont pas toujours signés la journée où ils devraient être signés. Donc, il faut choisir ses combats, il faut choisir ses priorités, puis il faut accepter de pas être parfait partout. Je pense que c'est ça la recette magique. Et au fur et à mesure de étudiant au doctorat, postdoc, professeur, est-ce que ça allège un peu le fardeau d'être une maman et une chercheure en même temps, ou ça fait quoi? Je dirais que ce qui allège le fardeau, c'est que les enfants grandissent. Je dirais que peu importe le stade de carrière, avoir des enfants d'âge préscolaire, c'est difficile parce que c'est très, très demandant. En fait, ils sont dépendants de toi pour toutes sortes de choses. Puis, tu sais, tu peux pas te permettre d'être en retard à la garderie, ils peuvent pas se garder tout seuls, ils peuvent pas se nourrir tout seuls. Donc, ça demande énormément de travail. Puis, peu importe si tu as eu tes enfants au doctorat, durant le postdoc ou en tant que professeur, je pense que cette étape-là, les 5 premières années de vie de tes enfants, ben c'est des années que tu as beaucoup moins de temps pour ta carrière professionnelle. Donc, moi, j'ai eu mes enfants justement pendant mon doctorat et mon postdoc. Donc là, maintenant, mes enfants sont plus vieux, plus autonomes. Puis ça allège évidemment ma tâche familiale. Donc, je peux me consacrer vraiment à mes recherches. Puis ben mes enfants, il y en a quelques-uns qui ont des intérêts scientifiques aussi, donc ça c'est intéressant aussi de transmettre la passion à nos enfants. Oui. Si tu peux donner un ou deux petits conseils aux jeunes chercheurs ou étudiants parents exactement, qui pensent que suivre une carrière en recherche, ça va altérer leur vie à la maison. Si tu veux leur donner 2 petits conseils, ce serait quoi? Ben, je dirais que c'est vrai que faire une carrière en recherche et avoir une vie familiale, c'est difficile de maintenir les deux puis d'exceller dans les deux. Puis je prétends pas d'avoir réussi à le faire, c'est toujours un apprentissage. Ceci dit, je pense que si on a vraiment une passion puis si on sait que c'est ce qu'on veut faire plus tard, ben je pense qu'il y a des outils qu'on peut mettre en place pour que ça fonctionne. Puis je pense qu'il faut persister. Je pense que quand tu as un objectif dans la vie, tu veux mettre en place des solutions pour que ça fonctionne. Alors, je dirais que mon principal conseil, en fait, ça serait de pas abandonner, de persévérer, d'essayer d'être débrouillard, d'être créatif, puis d'accepter aussi de pas être bon partout. Je pense que les étudiants qui sont malheureux, c'est ceux qui veulent faire tout ce que les étudiants sans enfants peuvent faire, mais qui veulent aussi être aussi bons à la maison, c'est pas possible. Alors, le plus difficile, en fait, c'est d'accepter de pas être parfait partout. Et puis de trouver des outils pour que nos priorités soient maintenues. Je vais juste revenir au point où tu as parlé de la confrontation avec les hommes dans le milieu du travail. Est-ce que tu penses que les hommes ont plus d'avantages que les femmes dans le milieu professionnel? J'aurais le goût de dire de moins en moins. Je dirais qu'il y a une époque où le système favorisait les hommes dans
pas mal toutes les sphères de la société, mais en recherche, c'était vrai aussi. Puis je dirais que le fait de s'en rendre compte, puis d'en parler, de le nommer, ben déjà, c'est un pas pour trouver des solutions pour que ça arrive plus, puis que ça devienne de plus en plus équitable. Puis un autre point que je voulais ajouter aussi, c'est que tu sais, je veux pas dire des généralités, mais je pense que il faut accepter aussi que les femmes font de la science différemment des hommes. C'est pas vrai pour toutes les femmes, pour tous les hommes, mais en général, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont pas nécessairement le besoin de se mettre de l'avant à tout prix, de défoncer des portes, de se faire entendre. Tu sais, les femmes peut-être travaillent plus en équipe ou sont plus intéressées par l'opinion des autres. Donc, je pense aussi qu'il fut un temps où la science c'était plus un domaine de jeunes loups ou de requins. Puis je pense que les femmes peuvent apporter une autre couleur ou une autre approche au domaine scientifique qui est tout aussi valable puis qui peut même être intéressante puis apporter des avancées nouvelles. Quelle est votre plus grande source de fierté, votre réussite dans votre parcours, soit professionnel ou personnel? Ben dans ma vie personnelle, évidemment, ma plus grande réussite, c'est d'avoir 3 enfants qui sont en santé, qui sont brillants, qui sont allumés. Tu sais, même si j'ai dit plusieurs fois que je trouvais ça difficile de faire une carrière en recherche tout en ayant des enfants, je changerais pas ma vie. Tu sais, mes enfants, c'est ce que j'ai de plus précieux au monde. Puis ensuite, pour les réussites professionnelles, ben il y en a beaucoup, mais je dirais qu'en général, c'est d'avoir réussi en recherche tout en gardant mon intégrité, si on peut dire. Ce que je veux dire par là, c'est que tu sais, le goulot d'étranglement est très impressionnant entre le nombre de personnes qui veulent devenir chercheurs quand ils sont étudiants à la maîtrise ou même au doctorat, puis le nombre de personnes qui arrivent vraiment au final. Donc, ça prend une grande persévérance, une grande ténacité, beaucoup de travail, un peu de chance. donc moi j'y suis arrivée puis je suis chanceuse puis je suis très reconnaissante, mais je pense que ma plus grande fierté c'est d'avoir aussi réussi à le faire sans mettre des bâtons dans les roues à mes collègues ou à mes compétiteurs, donc sans brimer les autres. Tu sais, moi je crois sincèrement que on peut briller dans la vie sans éteindre les autres à côté de soi. Puis ça, c'est des valeurs que je trouve vraiment importantes puis que j'essaie de transmettre à mon entourage, à mon équipe puis à la relève en recherche. Si vous avez le pouvoir de changer quelque chose dans le milieu professionnel, ça serait quoi exactement? Dans cette optique de avantage des hommes sur les femmes ou la contribution des femmes dans le domaine scientifique? Oui, ben, je pense qu'on est sur la bonne voie, puis je vois difficilement en fait comment ça peut être accéléré. Tu sais, je pense que de reconnaître les inéquités hommes-femmes, puis d'essayer de trouver des solutions pour que ça se répète pas. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Ceci dit, une chose que je changerais, qui est peut-être pas nécessairement en lien avec les problèmes de genre ou d'identité homme-femme, c'est les conditions de vie des étudiants à la maîtrise, au doctorat, les stagiaires postdoctoraux. Tu sais, je pense que c'est des gens qui travaillent extrêmement fort, à temps plein dans leur recherche, qui ont vraiment le feu sacré. Et puis le montant des bourses est pas équivalent à leur potentiel, tu sais. Puis je pense qu'à cause de ça, on se prive de talent parce qu'il y a des gens qui choisissent d'aller sur le marché du travail parce que ça offre une sécurité financière, c'est plus attrayant. Puis je pense que si les montants des bourses étaient plus importants, ben les étudiants pourraient rester dans le domaine puis faire des études supérieures, puis accélérer justement les découvertes dans la recherche scientifique. C'est ce que je changerais en fait, la valorisation des étudiants. Quelles sont vos perspectives ou qu'est-ce que vous voulez apporter dans l'avenir au domaine de la biologie cellulaire et moléculaire, à la recherche scientifique globalement? Oui, ben comme on l'a mentionné tout à l'heure, tu sais, je pense que en fait les maladies qui sont plus prévalentes ici au Québec sont sous-étudiées. En fait, c'est vrai oui et non. Il y a beaucoup d'équipes qui s'y intéressent pour phénotyper les patients, pour phénotyper la maladie, caractériser l'évolution de la maladie, essayer d'offrir une qualité de vie qui est meilleure. Mais de découvrir des mécanismes moléculaires et cellulaires, il y a peu d'équipes dans le monde, puis encore moins au Québec, qui s'intéressent à ça. Donc, je pense que ça va être ça un peu mon créneau de recherche à l'avenir, c'est-à-dire d'identifier les mécanismes moléculaires qui sont derrière les différentes maladies neuromusculaires qui sont présentes ici au Québec ou d'autres maladies rares. Par exemple, on a des projets de recherche au laboratoire sur la dystrophie musculaire oculopharyngée. On a aussi des projets de recherche sur le rhabdomyosarcome, qui est le cancer du tissu musculaire.
Puis dans les deux cas, je pense que une meilleure connaissance des cellules souches musculaires pourrait contribuer à découvrir de nouvelles thérapies ou de nouvelles avenues thérapeutiques qui seraient plus avantageuses, qui seraient plus ciblées, puis plus efficaces, plus performantes. Puis je pense que les gens du Saguenay seraient probablement la première population à en bénéficier, évidemment. Fait que ça serait ça la contribution que je voudrais apporter. Je vous souhaite bon courage pour vos recherches et merci encore une fois d'accepter notre invitation. Merci à beaucoup. vous. Merci. Ça m'a fait plaisir. Gertie Theresa Cory, née Radnitz, était une biochimiste américaine d'origine austro-hongroise. Née en 1896 au sein d'une famille juive composée de ses 2 jeunes sœurs et de ses parents, son père, chimiste de profession, a joué un rôle essentiel dans son initiation précoce aux sciences. À 16 ans, Gertie aspirait à devenir médecin, mais elle a dû consacrer les 2 années suivantes à combler ses lacunes académiques pour être admise à l'université Charles de Prague en 1914. C'est là qu'elle rencontra son futur époux, Carl Ferdinand Cory, qu'elle épousa en 1920, l'année de sa graduation. Le couple s'installe à New York en 1922, où ils débutèrent leurs travaux sur les mécanismes métaboliques. Cependant, en raison des préjugés de genre de l'époque, Gertie, en tant que femme, travaillait dans des conditions moins favorables que son mari. Malgré des recherches fructueuses, elle ne publia que 11 articles sous son nom, comparativement aux près de 50 avec son époux. En 1931, les Cory acceptèrent des postes à l'université de Washington, où Gertie devint professeure de biochimie en 1947, marquant une avancée significative dans sa carrière. Étant donné qu'elle avait occupé des postes d'assistante jusqu'en 1946 en raison du sexisme régnant parmi les chercheurs américains de l'époque. Les recherches de Cory étaient centrées sur la compréhension du métabolisme énergétique du corps. En 1929, ils firent la découverte du cycle de Cory, un processus métabolique crucial se produisant dans les muscles pendant un exercice intense. Lorsque les muscles sont sollicités, de l'acide lactique se forme, libérant ainsi de l'énergie pour permettre la poursuite de l'activité musculaire. Cependant, cet acide doit être recyclé, donnant naissance au cycle de Cory. Cette percée marqua le début de leurs travaux, qui aboutirent à l'attribution du prix Nobel de physiologie ou médecine en 1947. Un aspect essentiel de l'héritage post-prix Nobel des Cory réside dans leur dévouement à la promotion de l'égalité des sexes dans le domaine des sciences. Conscients des obstacles auxquels les femmes étaient confrontées dans le milieu scientifique, Gertie et Carl ont initié des projets visant à encourager la participation active des femmes dans la recherche. Leur plaidoyer a contribué à atténuer les préjugés de genre et à créer un environnement plus inclusif pour les femmes aspirant à une carrière scientifique.